Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des Directs du jeudi. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Abdoulaye Touré, secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports, et également président du Comité national de facilitation du transport. Excusez-moi. Avec lui, nous parlerons bien entendu de fluidité, de ce qui est fait, de ce qui reste à faire, et également de parler de bilan en général. M. Abdoulaye Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Première question, quelles sont les missions de l'Observatoire de la fluidité du transport que vous dirigez? Merci de l'opportunité que vous nous offrez et je demanderai votre indulgence de nous permettre déjà d'exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui nous a fait confiance, au Premier ministre ainsi qu'à notre ministre de tutelle, M. Gaoussou Touré, qui a bien voulu nous confier cette mission aussi importante qui a un impact direct sur le quotidien des Ivoiriens. L'Observatoire de la fluidité des transports a été créé par décret présidentiel en 2001 avec pour mission essentielle de gérer les congestions dans le système national de transport. Et quand on parle du système national de transport, il faut savoir qu'on parle de 4 composantes. Il y a l'administration des transports, il y a les infrastructures des transports, la logistique des transports et puis les acteurs du secteur des transports. Donc notre mission aussi, c'est de nous rassurer que les procédures en matière de contrôle routier sont respectées et effectivement nous participons également à la sensibilisation des acteurs du secteur des transports. Et quand nous parlons d'acteurs ici, il s'agit de tous ceux qui interviennent, aussi bien les forces de contrôle que ceux qui exercent, mais ceux qui sont aussi les usagers. Monsieur le secrétaire général, vous venez de le dire, l'OFT, vous le dirigez depuis 2015. Alors, quelles sont les innovations que vous avez apportées à ces missions et qu'est-ce que vous avez trouvé comme acquis à votre arrivée? Merci. Effectivement, l'Observatoire existe depuis 2001 et nous avons trouvé une équipe dynamique. Nous avons trouvé des stratégies qui étaient en place. Nous avons trouvé vraiment un héritage assez riche. Et néanmoins, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous avons essayé, tant que faire se pouvait, d'apporter notre petite touche personnelle. Nous avons amplifié, parce que vous devez le savoir, les rapports des institutions internationales ne cessent de décrier le phénomène du racket en Côte d'Ivoire. Donc nous avons intensifié et essayé d'améliorer les méthodes de collecte des données. Nous ne nous sommes pas contentés de juste démanteler les barrages. Nous avons estimé qu'il était important de constituer une base de données et par cet effet nous avons créé avec la collaboration de l'unité de lutte contre le racket avec qui nous travaillons à l'occasion de toutes nos missions. Nous avons donc créé une fiche d'identification des instigateurs de barrages illégaux. Et ça a l'avantage de renseigner donc une base de données qui peut être transmise à la hiérarchie afin que des sanctions puissent être prises. Nous avons aussi impliqué davantage les préfets parce que nous savons que les préfets sont vraiment la cheville ouvrière de toute action gouvernementale dans leur juridiction. Et nous les sollicitons pour nous rendre compte aussi de l'état de la fluidité et de la lutte contre les raquettes dans leur région et dans leur département. Et nous faisons évidemment des missions toujours de démantèlement, d'identification, de collecte de données, de sensibilisation d'informations sur le terrain. L'autre donnée, la nouvelle orientation que nous souhaitons donner aussi, c'est de faire en sorte que les barrages en Côte d'Ivoire soient identifiés pour éviter que les postes d'observation se transforment en postes de contrôle. Combien de barrages légaux sont autorisés aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Le gouvernement a pris il y a quelques années un arrêté interministériel pour fixer le nombre de localités où les barrages sont autorisés à 33. En tant qu'observatoire, vous pensez que c'est effectif, les 33 barrages en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui, nous avons effectué plusieurs missions depuis ma prise de fonction en janvier. Nous avons fait les grands corridors, ça c'était notre première priorité, de faire en sorte que les corridors qui desservent nos ports, notamment celui d'Abidjan, soient vraiment fluides afin que les ports, après la période de crise que nous avons traversée, les ports puissent retrouver
leur compétitivité et leur niveau d'activité, sinon améliorer le trafic au niveau de ces ports-là. Donc dans ce contexte-là, nous avons été donc amenés à faire des missions sur les axes principaux et nous pouvons affirmer qu'effectivement les barrages sont, le nombre de barrages est respecté en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, de quels moyens dispose l'OFT pour conduire à bien ces missions? Et est-ce que, en tant qu'observatoire, vous avez la possibilité de sanctionner si quelque chose ne va pas bien? Comme son nom l'indique, c'est un observatoire, mais un observatoire qui joue un rôle assez important, dans la mesure où nos missions couvrent les 4 modes de transport. Mais on a tendance à confiner l'observatoire au secteur routier, c'est peut-être normal, parce que tout commence et tout finit par la route. Donc c'est normal. Avant de prendre l'avion, après avoir pris l'avion ou tout autre mode de transport, on commence ou on finit par la route. Donc c'est un peu normal qu'on nous confine un peu dans la route, sur la route. Mais nous avons surtout pour ambition de faire en sorte que, avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire les 3 modes d'observation que nous avons établis, l'observation directe par des missions d'observation avec nos agents, les concertations ou les réunions avec les acteurs, les filières, ils peuvent nous renseigner sur ce qui s'est fait réellement sur les voies publiques, et enfin les collecte de données à travers les préfets, la participation des préfets, etc. Je dois profiter pour dire que l'Observatoire de la fluidité des transports abrite aussi en son sein, sur une directive communautaire de l'UEMOA, le Comité national de facilitation du transport et du transit inter-État. Dans ce Comité national de facilitation, tous les grands commandements militaires et corps habillés sont représentés, c'est-à-dire le FRC, la gendarmerie, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, etc. Et même les acteurs, c'est-à-dire les transporteurs, sont représentés au sein du Comité national de facilitation. Avec ce comité aussi, nous faisons des missions d'observation. Et il faut dire que l'Observatoire, à travers le CNF, toujours dans cette mission que j'ai omis de signaler tout à l'heure, contribue dans le cadre communautaire à la réalisation des postes de contrôle juxtaposés, notamment celui de Noé et celui de l'Arelava, et bientôt celui de Tengrela, et les 2 qui sont prévus dans le cadre de l'Union du fleuve Mano. Donc en tant qu'observatoire, nos moyens, c'est vraiment de mettre des stratégies d'observation, de collecte de données, et puis attirer l'attention de qui des droits lorsque besoin est. Monsieur le secrétaire général, vous venez de le dire, vos missions ne se limitent pas exclusivement au transport routier, mais également à tous les autres secteurs. Aujourd'hui, il n'existe presque plus d'aérodromes dans les différentes localités en Côte d'Ivoire. Alors, que fait l'Observatoire en la matière? L'Observatoire n'a même pas agi, puisque au niveau du plan national de développement, il est prévu la réhabilitation des aéroports. Et déjà, vous savez qu'il y a un certain nombre d'aéroports qui sont réhabilités, qui sont opérationnels. Et certains aéroports même s'apprêtent à recevoir des vols inauguraux de Air Côte d'Ivoire. Bon, on peut citer l'aéroport de Boaké qui est opérationnel, San Pedro qui est opérationnel, et je crois bien d'autres aéroports qui sont opérationnels. Et je crois que Guinée même vient d'être achevé, et dans les semaines qui suivent, Air Côte d'Ivoire va desservir au Guinée. Mais pour le moment, est-ce que ça a amélioré la fluidité du transport en Côte d'Ivoire, et qu'est-ce qu'il reste à faire en matière d'aérodrome concrètement? Bon, en matière d'aérodrome, comme je l'ai dit, il y a 8 aéroports qui sont sur la matrice d'action du gouvernement. Et je crois que d'ici très peu, ces 8 aéroports seront réhabilités. Et voilà. Très bien. Alors, où en êtes-vous, je veux parler de l'Observatoire, avec la directive de la CEDEAO qui limite le nombre de barrages routiers dans l'espace communautaire? Oui, effectivement, la directive de la CEDEAO demande à ce que, en ce qui concerne le transport inter-État, il y ait un contrôle au départ, qu'il y ait un ratio de 2 barrages pour 100 km et qu'il y ait un contrôle à l'arrivée. Et donc, nous, en Côte d'Ivoire, à travers le CNF, notre mission, c'est de nous rassurer qu'effectivement, cette directive-là est respectée. C'était le sens d'ailleurs des différentes missions que nous avons déployées sur les corridors.
Et aujourd'hui aussi, nous pouvons affirmer que cette phase de notre action, qui était de libérer vraiment les corridors, aujourd'hui est une réalité. Ce n'est même pas nous qui le disons. Si vous lisez le dernier rapport de Human Rights Watch de la Banque mondiale, vous verrez qu'à l'unanimité, aussi bien les filières que les organisations internationales sont d'accord qu'en Côte d'Ivoire, les corridors sont fluides. Donc, sur ce plan-là, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est dans les normes de la CEDEAO, c'est-à-dire 2 barrages de 100 km, auxquels nous tenons strictement. Monsieur le secrétaire général, vous venez d'aborder la question, vous avez parlé du rapport de Human Rights Watch. Alors, ce même rapport revient sur un chiffre alarmant, on va le dire. Le racket ou l'extorsion des fonds par les forces de l'ordre fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 340 milliards, selon cette étude financée par la Banque mondiale et réalisée par l'école de statistique et d'économie appliquée. Alors, votre commentaire sur ce chiffre, et en même temps, vous nous dites paradoxalement que la situation semble s'améliorer. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce n'est pas moi qui dis que la situation s'est améliorée. Le dernier rapport que la Banque mondiale vient de remettre au gouvernement ivoirien pour 2014 signale qu'il y a une réduction du racket de l'ordre de 13,9%. Donc ce n'est même pas l'Observatoire de la fluidité. Nous ne faisons que rapporter ce que des yeux frais ont regardé. On ne va jamais saluer suffisamment les efforts que les institutions internationales, les organismes internationaux font pour soutenir la Côte d'Ivoire à regagner sa place dans le temps. Et c'est pour ça que nous saluons la contribution de Human Rights Watch et de la Banque mondiale et toutes les institutions qui nous appuient. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'impact du racket, aujourd'hui, ce n'est pas le chiffre en tant que tel qu'il faut regarder, mais c'est les stratégies que le gouvernement face à ce chiffre que nous connaissons en fait depuis 2014. En mars 2014, le Premier ministre lui-même l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Mais à partir, entre-temps, il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises. Nous avons multiplié les actions sur le terrain. Les préfets ont été mis à contribution. Il y a des directives qui ont été données. Les FRC ont été retirés du contrôle routier. Il y a toute une batterie d'actions qui ont été donc mises en branle par le gouvernement. Et c'est ça qui aujourd'hui donne le résultat que sur les axes principaux, le phénomène effectivement est en recul. Ça, c'est indéniable. Les zones de l'ouest et du nord ont été indexées concernant le racket. Hein, ce que je voulais dire, c'est que le phénomène, puisque nous avons mené des actions en collaboration avec l'unité de lutte contre le racket sur les corridors principaux, à l'unanimité, il se trouve que le phénomène s'est déporté sur les axes secondaires. Et ça, c'est très possible. Donc, c'est pour cette raison que maintenant, la nouvelle stratégie que nous avons adoptée, c'est de faire venir et rencontrer toutes les grandes filières en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré le conseil coton en ACAD, la filière bétail, le haut conseil du patronat des entreprises de transport routier, l'OCPV, enfin tous ceux qui sont acteurs sur nos routes afin de savoir la réalité. Parce qu'une chose est de ramener le nombre de barrages à 33, mais une autre chose, et ça c'est la seconde phase, le second volet de notre action pour le reste de l'année, c'est d'observer le comportement des agents au sein de ces barrages-là. Ce n'est pas parce qu'un barrage est légalement reconnu que les activités qui s'y déroulent sont forcément conformes à la réglementation. En ce qui concerne la zone de l'ouest et la zone du nord, ce n'est un secret pour personne. En ce qui concerne la zone de l'ouest surtout, qu'il y avait des menaces sécuritaires. Mais il faut qu'on se mette d'accord que la fluidité ne peut pas se faire au détriment de la sécurité. Donc, les autorités en charge de la sécurité ont déployé des postes d'observation. C'est pour ça que notre stratégie de mettre avec nous à chacune de nos sorties des officiers de l'unité de lutte contre le racket permet d'identifier ceux qui sont dans les barrages ou des postes de contrôle, d'exiger de voir leur bulletin de service et voir que l'ordre qui leur a été donné est conforme à la réglementation, sinon la hiérarchie est interpellée. C'est comme ça que les rapports se font. Donc l'Ouest est une situation particulière. Pas plus tard que la semaine passée, je crois qu'il y a eu des tentatives, il y a toujours des problèmes. Donc le problème qui fait qu'il y a un amalgame qui s'est fait entre les postes de contrôle et les postes d'observation, c'est que nous avons, en ce qui concerne le transport routier, affaire à une population, des acteurs
qui pour la plupart ne sont pas lettrés. Donc il suffit que des corps habillés se mettent au bord de la route, on s'arrête et on présente les papiers. Mais ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que pour régler cette question, nous avons proposé et nous sommes en train de négocier que les barrages en Côte d'Ivoire soient matérialisés avec une présignalisation. Comme ça, tout le monde sait que ça, c'est un contrôle routier et ça, c'est un poste d'observation. Donc voici un peu ce que je peux dire en ce qui concerne la situation de l'Ouest et du Nord. En matière de lutte contre le racket, toujours, vous nous avez dit que les préfets sont vos points focaux en matière de contrôle de lutte contre le racket. Est-ce qu'un individu, un Ivoirien, peut saisir l'observatoire pour remonter des informations éventuellement de ce qui ne marche pas dans le domaine? Mais oui, cela se fait tous les jours. Les préfets sont les points focaux de toute action gouvernementale. Ce n'est pas seulement pour l'observatoire. Seulement, nous avons pris avantage de leur présence et de leur expérience sur le terrain. Et compte tenu de nos limites en ressources humaines, pour demander de façon périodique aussi que nous ayons une autre source d'observation. Que nous ne voulons pas prendre seulement ce que nous voyons, mais nous voulons avoir plusieurs sons de cloche afin de faire la part des choses. C'est pour cette raison que nous avons sollicité et nous sollicitons périodiquement les préfets, surtout ceux qui sont sur les corridors, ceux dont les régions sont traversées par un corridor, afin qu'ils nous fassent le point de la fluidité et la lutte contre le racket dans les régions. Et je dois dire que la plupart de ces préfectures, des régions ou des départements, ont des réunions hebdomadaires à l'ordre du jour desquelles la question de la fluidité et de la lutte contre le racket est inscrite. Pour refermer le chapitre du racket, des procès ont été tenus pour sanctionner les auteurs présumés de ces rackets. Selon vous, est-ce que ces mesures sont suffisantes pour freiner ce fléau en Côte d'Ivoire? Mais on ne peut utiliser que ce qui existe en matière de législation, si c'est ce que la loi prévoit et c'est ce qui a été fait. Voilà, mais nous ne sommes pas de ce côté-là, mais nous disons que si ils ont été, si vous voulez, je pense que les autorités en charge de cette question ont utilisé les ressources qui sont à leur disposition pour faire ce qu'il fallait faire, chacun en ce qui le concerne, enfin concernant chacun des contrevenants. Donc voilà, nous pensons qu'on n'a pas à juger, mais on constate que ce que la réglementation permettait, ce que la loi permettait, c'est ce qui a été fait. Amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Abdoulaye Touré, secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité du transport, j'y arrive. Avec lui, nous abordons la question de fluidité, bien entendu. Alors, monsieur le secrétaire général, on a parlé des aérodromes, on a parlé de la fluidité routière. Il existe également un autre domaine, notamment les ports. Donc, est-ce que vous pensez que jusqu'à là, les actions de l'Observatoire ont amélioré la compétitivité des ports en Côte d'Ivoire? Bon, je viens de le dire, hein, notre première mission en arrivant, il fallait faire en sorte, parce que vous devez vous rappeler que nous avons traversé une période où vraiment c'était très difficile, on ne va pas revenir là-dessus. Donc nous avons deux ports qui sont réellement on va dire les poumons de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc quand nous sommes arrivés, il fallait faire en sorte que les ports ivoiriens soient à nouveau fréquentables. La communauté portuaire a entrepris des démarches auprès des pays de l'Interland. Nous avons appuyé tant que de toutes nos forces ces efforts-là et nous avons fait en sorte que la route ne soit pas la croix et la bannière. Parce que même si on facilite les procédures portuaires et douanières au niveau de nos ports, même si on fait les investissements tels que c'est en train d'être fait, et que la route devient une difficulté, il est clair que les acteurs de la sous-région vont se détourner de nos ports. Mais comme nous l'avons noté avec le rapport de la Banque mondiale, les corridors sont dégagés. Donc nous pensons que les actions que nous avons menées sur ces corridors-là, ils sont pour quelque chose. Nous n'avons pas la prétention de nous attribuer tout le crédit, mais nous avons mené des actions qui sont aujourd'hui reconnus par la Banque mondiale et par Human Rights Watch et par bien d'autres organisations et par nos propres observations sur le terrain. Et mieux, nous avons reçu tout le long du mois de juillet toutes les filières, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Les filières bétail, je ne peux pas revenir là-dessus, nous les avons invités à nous dire réellement quelles sont les tracasseries que ces filières-là subissent
sur les routes. Mais à l'unanimité, que ce soit la filière bétail, que ce soit le CPV, que ce soit la filière volaille, que ce soit le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, que ce soit, enfin, toutes les filières que nous avons rencontrées sont unanimes pour dire que le phénomène du racket est sous contrôle et vraiment que ça a diminué. Nous, on est satisfait de ce point de vue-là. Ce n'est même pas notre propre observation, ce n'est pas contenté de cela, mais il y a un rapport d'un organisme international, mais mieux, il y a ceux qui sont sur les routes tous les jours, qui nous disent que le phénomène a vraiment diminué. Et il n'y a pas de doute quant à la détermination du gouvernement à lutter efficacement contre ce phénomène-là. Et la preuve, c'est les poursuites dont vous venez de parler, qui sont engagées par le commissaire du gouvernement contre les agents contribuants. Donc, certainement, c'est sûr que les actions que nous avons menées sur les différents corridors ont porté. Alors, l'un de vos projets majeurs concernait notamment le stationnement des taxis compteurs à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, une grande vitrine de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de ce phénomène à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny? Je vous remercie de cette question. C'est une question qui est, pour nous, c'est une question qui est, je dirais même douloureuse. Nul n'ignore les efforts que le gouvernement vient de faire pendant 3 ans afin d'obtenir la certification américaine FAA de notre aéroport, ce qui ouvre la voie à des vols directs entre notre pays et les États-Unis. Mais il faut constater aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui ce que nous constatons au niveau de l'aéroport, c'est qu'il y a des taxis qui partent de l'aéroport, mais il n'y a pas de tarification claire. Il n'y a pas de mode opératoire transparent. Le client qui arrive aujourd'hui est livré à lui-même. Il y a même des tarifs qui sont donnés en devises étrangères. Il y a eu un cas où on donne au client 30 € ou 60 € pour faire une course. C'est une monnaie courante. On prend le client, on arrive au carrefour à Guaba, on interpelle un autre taxi, on paye la course au prix normal de 5 000 au maximum. On laisse le client dans la main de cet autre taxi et on retourne faire la queue à l'aéroport. Bon, je ne crois pas que ce soit ça que les Ivoiriens veulent donner comme première impression à quelqu'un qui vient nous rendre visite, soit pour investir, soit pour visiter, soit quelqu'un qui nous donne quand même un signe d'intérêt pour notre pays. Et ça, nous sommes vraiment opposés à ce que l'image de la Côte d'Ivoire soit ternie. Qu'est-ce que fait l'Observatoire? À ce titre-là, nous avons donc convié toutes les parties prenantes. L'opérateur qui exploite l'aéroport, c'est-à-dire Aéria, Sodexam qui est en charge du suivi de la concession des services publics, et puis les acteurs, la gendarmerie, la police aéroportuaire, tout le monde est venu, y compris les opérateurs des taxis. Nous avons fait 2 séances et nous sommes d'accord qu'il faut des réformes. Et nous avons fait une série de propositions à notre hiérarchie qui est en train d'analyser ces propositions. Mais nous pensons que dans les jours, pour ne pas dire les semaines qui vont suivre, une décision sera prise pour améliorer l'image de notre pays. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On ira avec vous pour constater cette amélioration à l'aéroport. Bon, en tout cas, si les propositions que nous avons menées, qui sont d'ailleurs de très bonnes propositions, une des formules sera retenue et vous verrez que l'aéroport s'emportera mieux et le tourisme ivoirien ira de là. Monsieur le secrétaire général, quand nous avons annoncé votre arrivée sur le plateau d'Abidjan-Morlaix, beaucoup d'internautes sont revenus sur la question de la fluidité, notamment à Abidjan. Le gouvernement, lors de son récent conseil des ministres dans le nord du pays, a annoncé que les fonds pour les travaux du train urbain à Abidjan sont disponibles et que les travaux devraient commencer sous peu. Alors, quelle information vous avez à ce niveau? Est-ce que vous pensez que ces travaux sont réalisables, vu que beaucoup d'Ivoiriens sont sceptiques quant à la construction d'un métro ou d'un train urbain à Abidjan? Ok. Il faut savoir que d'abord, le gouvernement n'a pas pris cette décision au hasard. Le gouvernement a commandité, avec l'aide de la coopération japonaise, qui a proposé de réviser le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan et que le gouvernement ivoirien a accepté.
Et dans ce schéma directeur, l'étude de la révision du schéma directeur était prévue pour une période de 24 mois. Et ça a commencé, je crois, en fin 2013. Et à l'heure où nous parlons, les résultats de cette étude sont en cours de validation au niveau du ministère de la Construction, du ministère en charge de la construction. Et dans ce schéma directeur, justement, il y a un élément indispensable à la mise en place d'une politique de transport urbain crédible et fiable. C'est l'étude du plan de déplacement urbain. C'est-à-dire connaître les flux de déplacement, pourquoi les gens se déplacent, où ils vont, pourquoi ils se enfin, combien ils sont prêts à payer, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du plan de déplacement urbain. Et donc, c'est maintenant que ce plan-là est disponible. Mais déjà, les résultats préliminaires et les études antérieures avaient déjà montré que la solution au problème de transport à Abidjan, c'était des solutions de transport de masse. C'est pour ça que déjà, depuis les années, si je ne me trompe pas, 80, le gouvernement avait envisagé la création d'un train urbain qui est passé maintenant à un métro. Parce que ce n'est plus du matériel léger qui sera utilisé, on aura des tunnels, on aura des passages à niveau, etc. Donc effectivement, c'est pour apporter un soulagement. Ce n'est pas vraiment pour faire du show, mais c'est parce qu'il y a un problème qui est réel. L'étude a montré qu'il y a un grand flux entre, on va dire, Anyama vers l'aéroport et un autre grand flux de Yopougon jusqu'à Cocody, on va dire Béjéli. Donc, il faut aujourd'hui, en plus de tout ce qui existe, des solutions de masse, c'est-à-dire des moyens de transport urbain qui sont capables de prendre vraiment de grandes quantités de personnes, de grands nombres de personnes d'un point A vers un point B et mettre tout ça en relation avec ce qui existe déjà. Donc, le projet de train urbain est salutaire. Il n'y a pas une utopie. Ce n'est pas du tout une utopie, puisque vous avez vu qu'une banque locale s'est engagée à financer les projets, les travaux préparatoires. Donc voilà, et le président vient d'annoncer que d'ici la fin de l'année, les travaux vont commencer. Il s'agira d'une ligne de chemin de fer de 37 km sur l'axe nord-sud, allant d'Anyama à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, en passant par Abobo, Adjamé, Plateau, Trècheville, Marcouri et Borboué. Pour moi et pour beaucoup d'internautes, on se demande mais où va bien passer ce train? Mais ça va suivre les chemins qui existent déjà. Avec des constructions anarchiques, avec voilà, la structure actuelle d'Abidjan, on se demande comment va se réaliser concrètement ce projet. Mais actuellement, les trains passent déjà. Tout ce que nous faisons, c'est d'optimiser ce tracé-là. Donc ce n'est pas quelque chose de sorcier. Le train passe déjà d'Anyama pour aller vers l'aéroport. Tout ce que le train urbain ou le métro fera, c'est de suivre ce même tracé. Donc il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Très bien. Voilà. On garde l'espoir en tout cas et on espère que voilà. C'est pas qu'il faut garder l'espoir, il faut accompagner, il faut s'approprier ce projet et aider le gouvernement à le réaliser. C'est pour nous que le gouvernement est en train de travailler. C'est pour la population abidjanaise, il faut s'approprier cette vision du gouvernement que la Côte d'Ivoire mérite effectivement d'avoir un niveau de transport, un transport de niveau vraiment, je dirais, plus qu'acceptable. Un système de transport qui est fiable, qui est accessible et qui est prédictible. Voici la mission que le ministre s'est assignée. Et c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui. Parlons toujours de la population abidjanaise. Depuis presque un an, nous avons eu le nouveau pont, le troisième pont, le pont Henri Konan Bédié. Beaucoup d'Ivoiriens continuent de se plaindre quand même malgré ce pont, notamment sur les questions des embouteillages à Abidjan. Au niveau de l'observatoire, qu'est-ce que vous avez observé en la matière? Est-ce que vous pensez que le pont a amélioré la situation ou qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que la fluidité routière à Abidjan soit effective? Ok, le troisième pont n'était pas l'unique solution pour résoudre la question de l'embouteillage au niveau d'Abidjan. L'étude à laquelle je viens de faire allusion signale clairement qu'il y a des dépassements de capacité de plusieurs voiries. Et parmi ces voiries, parmi ces infrastructures, par exemple, il y a le carrefour de Solibar, que la coopération japonaise vient d'accepter de transformer en échangeur. Il y a beaucoup d'intersections comme ça qui sont dépassées. Il y a des
routes qui sont dépassées. Donc, le troisième pont est une solution parmi plusieurs autres solutions. C'est l'ensemble, la mise en œuvre de l'ensemble de ces solutions qui pourra réellement soulager les populations ivoiriennes. Mais déjà, le troisième pont a un impact très positif. On passe de Cocody aujourd'hui à l'aéroport peut-être en 10 ou 15 minutes. Ça, c'est déjà bon. Et ça donne déjà une troisième solution à tous ceux qui veulent se déplacer de Cocody au sud d'Abidjan. Donc, c'est l'ensemble de tout ce qui est infrastructure prévue au niveau d'Abidjan. Vous voyez que sur le boulevard Lagunaire, il y a des travaux qui sont en cours. Partout dans la ville, il y a des travaux d'ajustement qui sont en train de se faire. L'ensemble, la mise en œuvre de toutes ces infrastructures permettra de soulager les populations abidjanaises en ce qui concerne les embouteillages. Donc, deux sources. La première, c'est celle que je viens d'évoquer. Il s'agit de dépassement des capacités et des problèmes d'infrastructure que le gouvernement a pris à bras le corps, et ça personne n'en doute. Le deuxième volet, c'est le volet sur lequel nous travaillons depuis un moment, c'est la sensibilisation des acteurs, c'est-à-dire la courtoisie au volant, la courtoisie entre les usagers, qui est un autre problème. Alors, donc nous avons une campagne qui est dirigée vers les usagers de la voie publique afin que vraiment le code de la route soit respecté et qu'on apprenne aussi à être conçus les uns envers les autres pour que vraiment il y ait une fluidité au niveau d'Abidjan. Monsieur le secrétaire général, avant de refermer notre interview, on aimerait bien savoir quelle est la nature de votre collaboration avec, je parle de vous, de l'Observatoire, avec les mairies du district, avec l'AGEROUTE, avec le FER. Merci. Bon, je commencerai par les mairies. Nous avons déjà rencontré, nous avons une série de rencontres avec les mairies parce qu'on ne peut pas travailler sur le district sans l'appui des maires. Nous avons une série de rencontres avec les maires, nous avons discuté des problèmes justement d'embouteillage et nous avons arrêté une batterie d'actions que nous devons exécuter ensemble. D'ailleurs, vous avez vu qu'au niveau de Cocody, il y a un début de mise en œuvre de certaines dispositions qui pourraient peut-être faciliter. Un temps soit peu, le problème de l'embouteillage, c'est la gestion des gares anarchiques. Nous devons évaluer. Notre approche est légèrement différente de ce qui s'est fait à Cocody, mais l'esprit c'était de mettre un comité technique sur pied, recenser, comme nous avons fini de le faire, recenser tout ce qui est gare anarchique ou gare champignon, et de valider ensemble les espaces ou les sites qui pourraient être retenus comme gare de stationnement et ensemble proposer un plan de financement, un projet que le gouvernement pourrait éventuellement financer pour non seulement permettre aux usagers de voyager dans de meilleures conditions, mais aux acteurs de transport eux-mêmes d'exercer leur profession dans des conditions optimales. Et en prélude à cela déjà, le ministre des Transports a fait passer un décret qui portant organisation, création, organisation et gestion des gares routières, qui est un décret très important sur lequel nous allons nous appuyer pour faire en sorte que au niveau du district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, les gares soient organisées. Et nous avons donc rencontré les maires. Les maires nous ont sollicité même en ce qui concerne par exemple les obstructions des voies lors des cérémonies. Cela, conformément à la loi, doit se faire en avec une accord autorisation préalable de la mairie. Donc, ce n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Donc les maires nous ont demandé même de voir si l'Observatoire pouvait avoir des agents présents dans leurs locaux afin de les aider à juguler un peu ce problème-là. Donc c'est pour dire qu'au niveau des mairies, la collaboration est parfaite et excellente. Nous avons une synergie d'action. Nous avons un plan d'action commun que nous allons dérouler pour libérer par exemple les emprises des voies, pour sensibiliser les populations et pour faire en sorte que tous les usagers connaissent leurs droits et afin que vraiment la route au niveau du district et au niveau de la Côte d'Ivoire soit un endroit un peu plus convivial. En ce qui concerne l'AGEROUTE, le FER, l'AGEROUTE c'est l'agence de gestion des routes qui a pour mission de concevoir les routes. Le FER, pour le moment, c'est le fonds d'entretien routier qui donc cherche les financements afin de faire les entretiens routiers. Et c'est important parce que nous avons, comme je le disais tantôt,
les sources de congestion, qui peuvent être justement des problèmes liés à l'infrastructure. Si l'état de la route n'est pas bon, ça crée un embouteillage. Et c'est l'AGEROUTE le fait que nous saisissons pour dire attention à Samaké, il y a vraiment trop de nids de poules, il faut faire quelque chose. Et bon, généralement, ils réagissent très bien. Donc, nous avons de très bons rapports en tant qu'observatoire avec toutes les structures que nous sommes supposés, disons, ravitailler en information utile, afin de leur permettre aussi de jouer leur rôle. Parlons d'information, si un Ivoirien, un internaute souhaite contacter l'Observatoire de la fluidité du transport, quelle est la mesure à adopter? Ok. Il faut dire que nous sommes en train d'introduire de façon intensive les technologies de l'information. Les travaux devaient commencer ce samedi, donc ça a été décalé de quelques jours pour des raisons de contraintes au niveau de l'opérateur. Mais déjà, ceux qui souhaitent nous contacter peuvent le faire pour le moment par téléphone. Et je vais donner donc deux numéros qui sont, le premier c'est le 05 81 64 03 et le deuxième c'est le 04 05 77 65. Et aussi nous avons notre page Facebook qui est Observatoire de la fluidité des transports. Et là-dessus aussi, on peut nous contacter. Et dans peut-être 2 semaines, quand nous aurons fini la mise en place du nouveau schéma directeur informatique interne, le numéro vert sera à nouveau opérationnel. Très bien. Monsieur Abdoulaye Touré, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau d'Abidjan.net. Avec vous, nous avons parlé, bien entendu, de fluidité, de transport en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très bientôt pour faire le point de la situation de la fluidité avec vous. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir.